J'ai enfoncé le couteau dans la poitrine de mon père, sentant le sang chaud couler sur mes doigts comme une absolution maudite. Elle, ma sœur, m'avait supplié de le faire, ses yeux brillants de larmes et de haine, murmurant que c'était le seul moyen de nous libérer. Mais le lendemain, quand les sirènes ont hurlé dans les ruelles de Lyon, elle a pointé un doigt tremblant vers moi et a crié à la police. « C'est lui, mon frère, le monstre qui a tué notre père. » Ces mots, prononcés dans le salon lambrissé de notre maison familiale au bord de la Saône, ont déchiré l'air comme une lame plus affûtée que celle que j'avais maniée la nuit précédente. J'avais 28 ans, elle 25, et notre lien, tissé dans l'ombre des non-dits, des caresses volées sous les couvertures d'enfance, avait depuis longtemps franchi les frontières du permissible. Notre amour, ce poison lent que nous avions bu ensemble dans les caves humides de l'ancienne demeure paternelle, n'était plus un secret pour nous seuls. Père l'avait découvert, un soir d'hiver pluvieux, en surprenant nos murmures derrière la porte de sa bibliothèque. Ses yeux, injectés de fureur puritaine, avaient alors scellé notre destin. Vous êtes maudits, tous les deux. Ce mariage que vous rêvez, cette abomination, je l'empêcherai, même au prix de votre vie. C'était sa menace, proférée avec l'accent lyonnais rugueux qu'il tenait de ses ancêtres canuts, ces tisseurs rebelles du XIXe siècle dont il se targuait d'être l'héritier moral. Mais elle, Élise, avec ses cheveux noirs cascadants comme la soie d'un foulard Hermès volé, avait été plus rapide. « Tue-le » avait-elle susurré un soir, alors que la pluie battait les vitraux de la cathédrale Saint-Jean toute proche, où nous nous étions réfugiés comme des amants damnés. « Tue-le pour nous, pour notre mariage. Il nous sépare, il nous vole notre avenir. » J'avais hésité, mon cœur cognant contre mes côtes comme un prisonnier dans sa cellule, mais l'idée de la perdre, de la voir épouser un autre, un bourgeois propre sur lui de la place Bellecour, peut-être, m'avait rendu fou. Le couteau, hérité de grand-mère, un outil de cuisine gravé de motifs floraux, était devenu l'instrument de notre liberté. Ou de notre chute. Quand les gendarmes m'ont emmené, menottes serrées autour des poignets, Élise s'est effondrée en sanglots théâtraux, son visage pâle encadré par les flashs des photographes. Il était jaloux, a-t-elle balbutié aux journalistes qui se pressaient devant le tribunal de première instance. Jaloux de mon fiancé, de ma vie normale. Il a tué papa pour m'empêcher d'être heureuse. Son fiancé? Ce mot m'a transpercé plus profondément que le verdict qui suivrait. Elle avait menti, bien sûr. Il n'y avait pas de fiancé, pas de vie normale. Seulement nous, enlacés dans l'interdit, et ce secret que nous portions comme une croix. Notre amour incestueux, nourri par des années de solitude familiale, de père absent et tyrannique, obsédé par son usine de soieries en déclin. Les audiences ont été un calvaire. Lyon, ville des lumières et des ombres, s'est muée en arène pour notre drame. Les tabloïds, du Progrès à l'hebdomadaire local, ont titré « Fratricide passionnel, l'amour maudit des enfants d'un magnate lyonnais ». J'ai plaidé coupable, bien sûr. Pas par remords, mais par fidélité. Gagner du temps, murmurer à Élise lors des visites au parloir. Je paie pour toi, pour nous. Une fois libres, nous nous marierons. Elle hochait la tête, ses yeux verts voilés de larmes, mais je voyais déjà le doute s'y insinuer, comme une fissure dans le vitrail d'une église gothique. La prison de Corba, à la périphérie de la ville, était un purgatoire de béton gris et de routine monotone. Là, dans ma cellule exiguë, je ruminais. Père n'était pas un saint. Ses coups de ceinture sur nos dos d'enfants, ses absences prolongées pour des maîtresses parisiennes, ses dettes qui rongeaient l'héritage familial. Mais Élise l'avait haï plus que moi, elle qui avait surpris ses lettres d'amour adultères, qui avait vu ses mains tremblantes verser le whisky pur dans des verres en cristal de baccarat. C'était elle qui avait glissé le couteau dans ma paume cette nuit-là, en jurant « c'est notre seule chance ». Et maintenant, elle prospérait. J'apprenais par les gardiens, via les rumeurs filtrées des radios, qu'elle gérait l'usine avec l'habileté d'une intrigante de cour Louis XIV. Elle avait vendu des parts, racheté des concurrents, transformé le déclin en empire. « Ta sœur est une lionne », me disait un codétenu, un ancien ouvrier de l'usine, avec un rire amer. « Elle te doit tout. » Les mois se sont étirés en années. 3 ans, pour homicide volontaire avec circonstances aggravantes. J'en ai passé 2 à ourdir, à lire Balzac dans la bibliothèque carcérale. Ces récits de vengeance où Vautrin ourdit ses plans comme une toile d'araignée. Élise venait me voir, sporadiquement, ses tailleurs Chanel impeccables contrastant avec les barreaux rouillés. « Je t'aime toujours », murmurait-elle, mais ses yeux fuyaient les miens. Puis, un jour, elle est arrivée avec un air triomphant, un alliance scintillant à son doigt. « Je me marie, frère. Avec Antoine. Tu sais, le notaire de la rue de la République. C'est pratique, pour l'usine. » Pratique. Le mot m'a giflé comme un vent glacial du Mistral. « Notre mariage ?» ai-je demandé, la voix rauque. Elle a ri, un rire cristallin et cruel, comme le tintement des coupes à champagne lors des fêtes de famille d'antan. « Tu ne peux pas te permettre notre mariage,
Lucien. Tu es un assassin, un paria. Moi, j'ai un avenir. » Ces mots, prononcés avec une douceur empoisonnée, ont allumé la mèche. Elle partait, laissant derrière elle le parfum de son jasmin des sables, et moi, la rage qui bouillonnait comme la soupe lyonnaise dans une marmite trop pleine. De retour en cellule, j'ai commencé à planifier. Pas une évasion spectaculaire, non, trop vulgaire, trop américain. Une vengeance à la française, subtile, insidieuse, philosophique dans sa cruauté. J'ai contacté un avocat véreux via un intermédiaire, un ancien employé de père renvoyé pour vol. Il a fouillé les archives familiales, exhumé les secrets que Élise croyait enterrés. Père avait un fils illégitime, un bâtard né d'une liaison avec une ouvrière italienne, caché dans les faubourgs de Villeurbanne. Élise l'ignorait, ou feignait de l'ignorer, mais ce fantôme pouvait tout changer. L'héritage, divisé, la ruinerait. Libéré sur conditionnel après 2 ans et demi, pour bonne conduite, ironie du sort, j'ai émergé dans la lumière crue d'un matin d'automne. Lyon m'accueillit avec ses traboules sombres et ses bouchons enfumés, mais je n'étais plus l'homme brisé. J'étais Lucien le Vengeur, un spectre drapé dans un manteau de laine usée, errant les quais de la Saône comme un Rimbaud enragé. Ma première halte, un café anonyme près de la gare de Perrache, où j'ai rencontré Marco, le fils caché. Il avait 30 ans, des yeux sombres comme les miens, et une haine viscérale pour le nom familial. « Elle m'a volé ma vie », a-t-il craché en sirotant un pastis dilué. À nous de la lui rendre. Nous avons vourdi ensemble, dans les sous-sols humides d'un ancien entrepôt de soie, entouré de bobines pourrissantes. Le plan était simple, mais diabolique, révéler l'existence de Marco au notaire d'Élise, juste avant le mariage. Pas une explosion, mais une érosion lente. J'ai falsifié des documents, un testament apocryphe où père léguait tout au fils aîné légitime, en omettant Élise. Marco signerait, et boum, scandale. Mais ce n'était que le début. Je voulais plus. Je voulais qu'elle goûte à l'interdit qu'elle m'avait imposé, qu'elle porte le poids du secret comme une couronne d'épines. Le mariage approchait, une affaire somptueuse à l'hôtel de ville, suivie d'un banquet au musée des tissus. J'ai infiltré le cercle via une cousine éloignée, une veuve acariâtre qui haïssait Élise pour ses airs supérieurs. Lors de l'enterrement de vie de jeune fille, une soirée arrosée au salon de tes pâtisseries Sebzian, j'ai glissé dans son verre un filtre anodin, un somnifère léger, et l'ai enlevé pour une nuit dans un hôtel miteux de la Guillotière. Pas de violence physique. Oh non, je ne suis pas un barbare. Seulement des murmures, des caresses forcées qui ravivaient nos souvenirs interdits. « Souviens-toi, Élise », lui ai-je soufflé à l'oreille, alors qu'elle se débattait faiblement. « C'est toi qui as commencé. Toi qui as dit notre mariage. » À l'aube, je l'ai laissée là, nue et tremblante, avec une note « Le vrai mariage commence maintenant ». Le scandale a éclaté 2 jours avant la noce. Marco s'est présenté chez le notaire, papier en main, déclarant son droit. Les journaux ont titré « Héritage empoisonné, la sœur perfide et le frère bâtard ». Élise, paniquée, a tenté de m'appeler, mais j'avais changé de numéro. Antoine, le fiancé, l'a quittée sur le perron de l'église, hurlant « Une incestueuse ? Une menteuse ? Jamais !» Elle s'est effondrée, et c'est là que j'ai frappé le coup de grâce. J'ai révélé au progrès notre secret, les lettres d'amour qu'elle m'avait écrites, les photos volées dans les greniers, preuve de notre passion maudite. Elle m'a fait tuer père pour nous unir, ai-je déclaré dans une interview anonyme, ma voix déformée par un filtre. Mais elle m'a trahi pour l'argent. La foule s'est divisée. Certains la plaignaient, victime d'un frère fou, d'autres la maudissaient, sorcière qui avait invoqué le diable familial. Moi, j'errais les rues de Vieux-Lyon, riant dans l'ombre des gargouilles, sentant le triomphe amer comme un vinasse trop fort. Mais le twist, le twist. Quand j'ai revu Élise, des semaines plus tard, dans un café désert de la Croix-Rousse, elle n'était plus la lionne. Elle était brisée, le ventre légèrement arrondi. « C'est de toi », a-t-elle murmuré, les yeux fous. Cette nuit. Notre enfant. Le mariage que je lui avais prouvé possible, mais sous la forme la plus cruelle. Un fruit du péché, un lien éternel que ni la loi ni Dieu ne pourraient briser. Et maintenant, je l'ai aidé à s'enfuir, vers les collines du Beaujolais, où personne ne nous trouverait. Pas par amour résiduel, mais par vengeance ultime. La condamner à vivre avec moi, à élever ce monstre que nous avions conçu dans la haine. Notre mariage, enfin, dans l'ombre des vignes pourpres, un hymne à l'interdit français, éternel et damné. Les vignes du Beaujolais s'étendaient comme un tapis pourpre sous le ciel plombé d'octobre, leurs feuilles rougissantes évoquant le sang que j'avais versé pour elles, il y a si peu de temps. Nous nous étions installés dans une masse isolée, achetée sous un faux nom avec les miettes de l'héritage que Marco m'avait généreusement laissé, un geste de reconnaissance pour avoir exhumé son existence. Élise,
le ventre gonflé par ce fardeau inattendu, errait les sentiers comme un spectre, ses robes flottantes cachant à peine la courbe qui nous liait désormais d'une chaîne plus forte que les menottes de Corbat. « Tu m'as piégé, Lucien, » murmurait-elle les nuits, quand les loups hurlaient au loin, écho de nos cauchemars partagés. « Ce n'est pas un piège, » répondais-je, la main sur son abdomen, sentant le battement minuscule comme un pouls de vengeance. « C'est la preuve. Notre mariage, que tu disais impossible. » Lyon nous semblait loin, un mirage enfumé de traboules et de saucisses grillées, mais ces échos nous poursuivaient. Les journaux, que je faisais livrer par un facteur complice, titraient encore « Le scandale des soyeux, inceste, meurtre et bâtard ». Élise était devenue une paria, son portrait barbouillé de rouge dans les chroniques mondaines. Antoine avait porté plainte pour diffamation, Marco réclamait sa part au tribunal, et moi, j'étais le fantôme invisible, l'architecte de cette ruine. Pourtant, dans l'intimité de notre exil, elle me haïssait avec une passion renouvelée, ses ongles griffant mon dos lors de nos étreintes forcées. « Tu es pire que père », crachait-elle, les lèvres tuméfiées par mes baisers brutaux. Père au moins feignait l'amour. Toi, tu n'aimes que la destruction. C'était vrai, en partie. Mon amour pour elle avait muté en quelque chose de plus sombre, un ressentiment philosophique, comme chez Sade où le plaisir naît de la douleur infligée. Nous passions les journées à philosopher à la manière lyonnaise, débat enflammé autour d'un pichet de Beaujolais, où elle défendait sa trahison comme un acte de survie. « Tu as tué, Lucien. Pas moi. J'ai seulement survécu. » Et moi, je contredisais, « Tu m'as tendu le couteau. Tu as crié mon nom aux gendarmes. C'était ton choix, Élise, ta perfidie. » Ces joutes verbales, ponctuées de silences lourds comme le brouillard du Rhône, tissaient une nouvelle toile entre nous. L'enfant, ce twist cruel du destin, devenait notre juge muet. Un soir, alors que la lune se levait sur les coteaux, un visiteur inattendu frappa à la porte. C'était la cousine, Marguerite, cette veuve aux lèvres pincées qui m'avait aidé à infiltrer le cercle d'Élise. Elle apportait des nouvelles de la ville. Marco a gagné. L'usine est à moitié à lui. Et Élise. On raconte qu'elle est morte, emportée par le chagrin. Élise, blottie contre moi sur le canapé usé, éclata d'un rire hystérique. Morte? Moi? Il me croit folle, mais pas morte. Marguerite nous observa, ses yeux plissés comme ceux d'une commère de quartier. Et ce bâtard que tu portes, ma nièce? Il portera la malédiction familiale. Elle partit en secouant la tête, laissant derrière elle un sillage de parfums bon marché et de ragots. Cette visite réveilla en Élise un feu dormant. Le lendemain, elle tenta de s'enfuir, profitant d'une de mes absences au village voisin pour acheter du pain et du fromage de chèvre. Je la rattrapai sur le chemin poussiéreux, la plaquant contre un mur de pierre moussue. « Tu ne partiras pas, » grondai-je, ma main autour de sa gorge fine. « Pas avec mon enfant. » Elle se débattit, crachant, « Ce n'est pas le tien. C'est d'Antoine, avant tout ça. » Le mensonge me frappa comme un coup de poing. Antoine, ce notaire bedonnant avec ses cravates en soie italienne? Impossible. Mais le doute s'insinua, venimeux, me rappelant comment elle avait toujours su manipuler, louvoyer comme une anguille dans les eaux troubles de la Saône. Pour vérifier, je l'emmena chez un médecin de Villefranche, un vieux compère discret qui avait soigné père dans ses dernières années. Le test ADN, effectué en secret, confirma mes pires craintes. L'enfant était bien mien, fruit de cette nuit de drogue et de rage. Élise pleura, non de joie, mais de défaite. « Tu m'as volé ma liberté, Lucien. Maintenant, tu me voles mon mensonge. » Je ris, un rire qui résonna dans la salle d'attente au mur jauni. « La liberté? Tu n'en as jamais eu. Tu es à moi depuis l'enfance, quand tu glissais dans mon lit pour chasser les cauchemars. » De retour au mas, notre routine devint un rituel de tension. Je la surveillais, l'enfermais presque, tandis qu'elle complotait en silence. Un jour, je découvris des lettres cachées sous son matelas, des missives à Marco, le suppliant de l'aider à m'éliminer. « Il est fou », écrivait-elle d'une plume élégante. « Il me retient prisonnière. Viens, et nous partagerons l'héritage. » La trahison, encore. Plus profonde, plus viscérale. Mon cœur, ce muscle endurci par la prison, se contracta en une rage pure. Mais au lieu de la confronter, je jouais le jeu. J'écrivis à Marco en son nom, l'invitant à venir négocier. Il arriva par une nuit d'orage, sa silhouette massive se découpant dans les éclairs comme un diable de carnaval. Nous nous assîmes autour de la table rustique, un pichet entre nous trois, Élise feignant la terreur. « Frère, » dit Marco, sa voix rauque d'accent piémontais hérité de sa mère. « Laisse-la partir. Elle n'est pas pour toi. » Je souris, versant le vin empoisonné, non mortel, mais suffisant pour le paralyser. Élise bondit,
un couteau de cuisine à la main, ironie du sort, un modèle similaire à celui de père. C'est fini, Lucien, hurla-t-elle. Mais je fus plus rapide, tordant son poignet jusqu'à ce qu'elle lâche l'arme. Marco s'effondra, bavant, les yeux vitreux. Tu vois, dis-je à Élise, la traînant vers la cave où les tonneaux de vin exhalaient leur bouquet terreux. Tu attires toujours la trahison, comme un aimant pour les serpents. Je l'enchaînai là, doucement, avec des menottes ornées que j'avais achetées à un brocanteur de Mâcon. Réfléchis, ma sœur. À nous. À notre famille recomposée. Elle hurla, des imprécations lyonnaises mêlées de sanglots, mais au fond de ses yeux, je vis l'étincelle. La peur, oui, mais aussi le désir refoulé, ce fil ténu qui nous avait unis dès le berceau. Les jours suivants furent un cauchemar exquis. Marco, libéré de sa torpeur, devint mon allié forcé. Je le gardai en otage, le nourrissant de promesses d'héritage. Élise accoucha dans la cave, un soir de Noël pluvieux, sous la lueur d'une lanterne à huile. L'enfant, une fille au cri strident, fut notre miracle maudit, des cheveux noirs comme les nôtres, des yeux verts hérités d'Élise. Nous l'appelâmes Esmeralda, comme la bohémienne de Notre-Dame, condamnée à l'amour impossible. Élise, épuisée, me regarda avec un mélange de haine et de gratitude. « Tu as gagné » murmura-t-elle en tétant l'enfant. Mais à quel prix? Le prix, je le payais chaque nuit, hanté par les fantômes de Lyon, le père ensanglanté, les sirènes, les murmures de la prison. Pourtant, dans cette geôle dorée du Beaujolais, notre mariage prenait forme. Des vœux prononcés dans l'ombre, scellés par le cri d'Esmeralda. Mais Élise, cette vipère, ourdissait encore. Un matin, je trouvai Marco pendu dans la grange, une corde de chanvre autour du cou, un mot, pour elle. Elle avait convaincu le bâtard de se sacrifier, promettant l'héritage à son fantôme. La rage me submergea, et je la confrontai, le bébé hurlant entre nous. « Pourquoi » rugis-je, la secouant comme un prunier. Elle sourit, ce sourire carnassier de la place des Jacobins. « Parce que tu ne peux pas te permettre notre mariage éternel, Lucien. Pas sans que je te hante à jamais. » Et là, dans un twist qui me glaça le sang, elle avoua « Père n'est pas mort de ton couteau. J'ai empoisonné son verre avant. Tu as juste achevé le travail. » Gia tai phai gánh tội để che giấu bí mật của tôi. Le monde bascula. J'avais payé pour rien, pour son crime premier. La vengeance, ma vengeance, n'était qu'un écho vide. Le révélation d'Élise résonna dans la grange comme un glas funèbre, les poutres craquant sous l'orage qui s'annonçait, miroir de la tempête en mon âme. Empoisonné, répétai-je, la voix brisée, lâchant Esmeralda dans son berceau improvisé de paille et de couverture. Élise, adossée au mur de pierre froide, caressa son cou pâle, là où mes doigts avaient laissé des marques violettes. Oui, mon amour. Le strychnine, dans son whisky favori. Une pincée, subtile comme un baiser. Il agonisait déjà quand tu es arrivé avec ton couteau. J'ai crié pour que tu termines, pour que le monde croie à un homicide passionnel. Pas à un parricide froid. Ces mots, prononcés avec une élégance presque proustienne, dépeignaient un tableau d'horreur raffiné. Elle, penchée sur le bureau de père, versant le poison sous le couvert de la nuit, motivée non par notre amour, mais par la cupidité pure. L'usine, continua-t-elle, ses yeux verts luisants comme des émeraudes sous la pluie battante qui fuyait par les fissures du toit. Il refusait de me la léguer. À un homme, pas à une femme, disait-il. À toi, peut-être, mais pas à moi. Alors, je l'ai tué. Et toi, mon cher frère, tu as été l'outil parfait, l'amant maudit, le fou jaloux. Je m'effondrais à genoux, le sol boueux collant à mon pantalon, tandis que les souvenirs affluaient, le corps de père, convulsé non par la lame, mais par les spasmes du poison que j'avais attribué à la douleur du coup fatal. J'avais Gan Titaï, comme un bouc émissaire dans une tragédie racinienne, pour son ambition vorace. Esmeralda pleurait, un vagissement aigu qui perçait le tonnerre, et Élise s'approcha pour la bercer, sa silhouette maternelle contrastant avec la monstruosité de ses aveux. Ne m'aie pas, Lucien. C'était pour nous. Pour l'argent qui nous aurait permis de fuir, de nous marier en secret, loin de Lyon et de ses jugements. Mensonge. Tout n'était que mensonge, une toile tissée avec la finesse d'une dentelière de l'Ardèche. La rage remonta, non plus brûlante, mais froide, calculée, comme le brouillard qui enveloppe les quais de la Saône au petit matin. Je me relevai, arrachant le bébé de ses bras. Pour nous, ou pour toi seule, Élise, tu m'as utilisé, jeté comme un chiffon après usage. Elle rit, un rire qui ricocha contre les murs comme des billes de verre brisées. Utilisé? C'est l'essence de notre lien, non? Tu m'as violé dans cet hôtel, pour te venger. Marco s'est suicidé pour moi. Père est mort par ma main. Nous sommes des marionnettes les uns des autres,
dans ce théâtre familial absurde. Ces mots, imprégnés d'un nihilisme camusien, me frappèrent par leur vérité cruelle. Lyon, avec ses théâtres du Guillotière et ses cafés existentialistes, nous avait forgé ainsi, des êtres condamnés à l'absurde, dansant sur le fil du tabou. Mais je ne pouvais pardonner. Pas après cela. Tandis qu'elle parlait, je fouillais la grange, trouvant la corde de Marco encore pendante, et un bidon d'essence rouillé, vestige des moissons passées. « Tu as raison, dis-je calmement, versant le liquide âcre sur les bottes de foin. C'est un théâtre. » Et le rideau tombe. Ses yeux s'écarquillèrent, la peur enfin nue sur son visage aristocratique. Lucien, non. L'enfant. Je la saisis, la traînant vers la sortie, Esmeralda contre ma poitrine. Dehors, sous la pluie diluvienne, je l'attachai à un arbre centenaire, ses poignets entaillés par la corde rugueuse. Regarde, Élise. La fin de notre mariage. Les flammes jaillirent, voraces, dévorant la grange comme un bûcher purificateur. Elle hurla, suppliant, tandis que le feu illuminait son visage d'ombre dansante. « Prouve-le-moi, alors. Prouve que tu peux te le permettre. » Ces mots, un écho de sa phrase fatidique, me figèrent. Était-ce un défi? Une invitation au pardon? Non. C'était sa dernière manipulation, un appel à ma faiblesse fraternelle. Je partis, laissant le brasier consumer nos illusions, Esmeralda emmitouflée dans mon manteau. De retour à Lyon, anonyme dans la foule des halles de la Pardieu, je déposai l'enfant chez Marguerite, avec une lettre, « Élève-la. Dis-lui que sa mère était une lionne, et son père un fantôme. » Puis, je disparus dans les méandres de la ville, louant une chambre sous les toits de la rue Mercière, où les prostituées et les poètes se côtoient depuis des siècles. Les nouvelles arrivèrent vite. Élise, sauvée par les pompiers de Beaujeu, internée à l'hôpital de Roanne pour hypothermie et choc. Marco, son suicide confirmé, enterré sans faste. L'usine, saisie par les créanciers, vendue à un conglomérat anonyme. Mais la vengeance n'était pas achevée. Élise, sortie de l'asile après des mois de thérapie électroconvulsive, traitement français pour les âmes tourmentées, revint à la charge. Elle me traqua via Marguerite, qui avait craqué sous ses larmes. Une nuit, elle apparut à ma porte, plus maigre, les cheveux coupés courts comme une nonne repentie. « L'enfant » demanda-t-elle, entrant sans invitation. « Chez la cousine. Saine et sauve. » Elle s'assit, allumant une gauloise d'une main tremblante. « Tu as gagné, Lucien. Mais le twist. Tu ne le connais pas encore. » Elle sortit une enveloppe jaunie, cachetée de cire rouge. Dedans, des lettres de père, non à sa maîtresse, mais à moi. « Mon fils » écrivait-il de sa plume empoulée. « Je sais pour Élise. Je sais que tu l'aimes d'une façon qui nous damne tous. Mais c'est elle qui t'a séduit, dès l'adolescence. Elle est la toxique, la manipulatrice. Pars, avant qu'elle ne te détruise. » Les dates remontaient à avant le meurtre. Père avait su et avait tenté de me protéger. En tuant, j'avais trahi le seul allié que j'avais. Elise sourit, exhalant la fumée en volutes bleues. Il voulait te léguer tout. Moi, rien. J'ai intercepté les lettres, empoisonné le reste. La boucle se fermait, un nœud gordien de trahisons imbriquées. Je la regardais, cette sœur qui était mon miroir tordu, et sentis non la haine, mais une pitié infinie. « Et maintenant » murmurai-je. Elle écrasa sa cigarette. « Maintenant, nous reprenons. Pour Esmeralda. Pour notre mariage impossible. » Nous partîmes ensemble, vers le sud, les calanques de Marseille peut-être, où la mer efface les péchés. Mais en route, dans le train brinque-ballant, elle glissa une pilule dans mon café. « Pour te calmer, » dit-elle. Je m'effondrai, et quand je me réveillai, menotté dans une clinique psychiatrique des Alpes, elle était partie avec l'enfant. Son dernier Eltern, me faire interner comme fou, réclamant l'héritage en tant que mère célibataire repentie. La vengeance, éternelle, se poursuivait. Les murs blancs de la clinique des Alpes, perchés sur les contreforts du Vercors, étaient un linceul aseptisé, imprégné d'odeurs de désinfectant et de résignation. Interné pour délire paranoïaque avec thèmes incestueux, selon le diagnostic du docteur Fournier, un psychiatre au regard fuyant et à l'accent savoyard traînant, je passais mes jours à fixer les montagnes enneigées par la fenêtre grillagée, ruminant la perfidie d'Élise comme un mantra. Elle avait tout orchestré, la pilule dans le train, la déposition de Marguerite corroborant mes hallucinations, et même un faux témoignage de l'hôtel de la Guillotière, où une prostituée jurait m'avoir vu marmonner des insanités sur ma sœur. Lyon, cette traîtresse, avait fourni les munitions, ses avocats véreux, les balles. Les séances de thérapie étaient un théâtre absurde, où Fournier me sondait comme un confesseur laïque. « Dites-moi, Lucien,
ce mariage avec votre sœur. Était-ce un fantasme ou une réalité? Je riais, un rire qui faisait écho dans les couloirs carrelés. Réalité? Docteur, en France, l'amour est toujours un fantasme, jusqu'à ce qu'il devienne crime. Il notait, plume grattant le papier, tandis que je ourdissais en silence. La clinique, avec ses routines, pilules au petit déjeuner, promenades surveillées dans le jardin alpin, offrait des failles, un infirmier corrompu, un ordinateur non surveillé dans le bureau des archives. J'écrivis à Marco, non, à son fantôme, via un notaire anonyme, léguant ma part restante à Esmeralda, sous condition que sa mère ne l'élève pas seule. Élise prospérait, bien sûr. Les tabloïds, affamés de suite, titraient « La veuve noire de Lyon renaît, Élise, mère courage après le scandale ». Elle avait vendu l'histoire au magazine People, posant avec Esmeralda dans les parcs de la Tête d'Or, un sourire de Madone sur les lèvres. Antoine était revenu, rampant, promettant pardon pour un chèque substantiel. L'usine, rachetée par un fonds qatari, la gratifiait d'une pension royale. Mais je savais, sous cette façade, elle craignait. Les nuits, dans mes rêves fiévreux induits par les sédatifs, je la voyais se retourner, hantée par le feu de la grange, par le cri de Marco. Libéré après 6 mois, amélioration notable, sous surveillance, je descendis vers Grenoble en stop, évitant les gares où les caméras veillent comme des corbeaux. De là, un bus brinque-ballant me ramena à Lyon, ville de mes chaînes et de mes triomphes. Je louai une mansarde dans le quartier des États-Unis, anonyme parmi les étudiants et les immigrés, et commençai la traque. Pas avec des armes, non, trop grossier. Avec des mots, ces dagues françaises forgées dans les salons de Madame de Staël. J'écrivis une série d'articles anonymes pour un blog obscur, Les ombres de la soie, révélant les détails. Le poison dans le whisky, les lettres interceptées, le rôle d'Élise dans le suicide de Marco. Preuve, j'en avais fabriqué, subtil comme un pastis maison, des faux courriels, des enregistrements truqués de nos conversations en masse. Le web s'embrasa. Forum de Lyon bruissait, elle l'a piégé. Contre il est fou, laissez-la en paix. Les féministes la défendaient comme victime de patriarcat. Les conservateurs la lapidaient comme adultère. Elle contre-attaqua, une interview larmoyante à France Bleu, mon frère est obsédé. Il veut détruire ma famille. Mais le doute s'insinua, comme une fissure dans un vase de sèvres. Antoine la quitta à nouveau, emportant la bague et les illusions. Esmeralda, confiée à une nounou, devint le pion. Élise la cacha, craignant que je ne l'enlève. Le chaos trao survint lors d'une réception à l'Opéra de Lyon, où Élise, résiliente, lançait une fondation pour victimes de violences familiales. Ironie exquise. Vêtue d'une robe Dior noire, elle trônait sous les lustres de cristal, toast à la mémoire de père. Je m'infiltrai, déguisé en serveur, perruque poivre et sel, accent provençal appris dans les prisons. Le poison cette fois, non strychnine, mais un laxatif violent dans son flûte de champagne. Elle s'effondra sur scène, lors de son discours émouvant, j'ai survécu à l'enfer fraternel pour renaître. Les hauts de cœur, spectaculaires, transformèrent l'événement en farce burlesque. Les invités fuirent, riant sous cape. Les caméras capturèrent son humiliation en HD. Fuyant par les coulisses, je la coinçai dans une loge au miroir poudré. « Tu vois » dis-je, arrachant ma perruque. Notre mariage continue. Dans la boue, comme toujours. Elle vomit dans un seau, puis leva la tête, mascara coulant comme des larmes de clown. « Tu ne t'arrêteras jamais, hein ?» Non. Mais alors qu'elle tendait la main pour un mouchoir, elle murmura « Attends, il y a autre chose. » Une photo glissa de sa pochette. Esmeralda, âgée de 2 ans maintenant, avec un homme, Marco? Non, un autre, un portrait de père, jeune. Le vrai twist, Lucien. Esmeralda n'est pas tienne. Ni d'Antoine. Père. Il m'a violée, des années avant toi. Elle est sa petite fille. Notre nièce. Le sol se déroba. L'inceste, doublé, triplé dans un labyrinthe généalogique. Père, le tyran, avait semé la graine du mal en elle, et elle, en me manipulant, avait perpétué le cycle. J'ai tué pour te protéger de lui, balbutiai-je. Elle secoua la tête. Non, pour te posséder. C'était ma vengeance à moi, contre son fantôme. Nous restâmes là, dans la loge puante, unis par ce secret ultime, tandis que l'opéra reprenait sans nous, la Traviata, hymne à l'amour fatal. La révélation d'Élise dans la loge de l'opéra résonna comme l'aria finale de la Traviata, un adieu poignant à nos illusions brisées. Père, ce spectre omniprésent, avait non seulement empoisonné nos vies de ses absences et de ses colères, mais semé en elle la graine d'Esmeralda, un viol, dissimulé sous des prétextes de leçons paternelles, lors d'un été à la campagne du Forêt, quand j'étais à l'internat.
Il disait que c'était pour me former, murmura-t-elle, essuyant sa bouche souillée d'un geste théâtral. Pour me rendre forte, comme les femmes de Balzac. Mais c'était de la sauvagerie. J'ai haï les hommes depuis. Toi inclus, Lucien. Surtout toi. Ces mots, prononcés avec une franchise dévastatrice, transformèrent ma vengeance en quelque chose de plus grand. Une rédemption collective ou une damnation partagée. Nous quittâmes l'opéra ensemble, main dans la main comme des amants repentis, traversant la place de l'opéra sous les regards obliques des passants lyonnais, ces gardiens muets des secrets urbains. La pluie fine, typique des automnes rhodaniens, lavait nos péchés apparents, mais pas les intimes. Et maintenant ? demandai-je, tandis que nous marchions vers la Saône, ses eaux noires reflétant les lumières des péniches. Elle s'arrêta, allumant une cigarette malgré la bruine. Maintenant, nous réparons. Pour Esmeralda. Elle mérite mieux que notre poison. Mais la réparation, en France, est un art subtil, mêlé de bureaucratie et de non-dits. Nous contactâmes un avocat de la rue du président Édouard Herriot, un ancien amant d'Élise, ironie encore, qui spéciait dans les successions tordues. Il exhuma les preuves, un journal intime de père, caché dans les archives de l'usine, confessant son crime sous couvert de regrets poétiques. Ma fille, fruit défendu, me hante comme un remords d'Oedipe. Avec cela, Élise contesta l'héritage, réclamant non pour elle, mais pour l'enfant, une tutelle partagée, un fonds pour son éducation à l'école alsacienne de Paris, loin de Lyon et de ses fantômes. Les audiences au tribunal furent un cirque judiciaire, où avocats en toge noire s'affrontaient comme des escrimeurs du XVIIIe. La presse, insatiable, divisa l'opinion, les enfants maudits, inceste ou malédiction familiale. Certains, dans les cafés de la rive gauche, prônaient la compassion, invoquant Freud et les traumas générationnels. D'autres, dans les bistrots ouvriers de Gerlande, réclamaient la prison pour tous. Esmeralda, placée temporairement chez Marguerite, devint le symbole. Une fillette aux boucles noires, photographiée en cachette, son innocence contrastant avec notre noirceur. Le verdict tomba un matin de printemps, sous les cerisiers en fleurs de la cour du palais de justice. Innocence pour Élise, autodéfense psychologique contre abus paternel, et pour moi, un non-lieu rétroactif pour le meurtre, réclassé en acte sous contrainte morale. Nous étions libres, mais marqués. Antoine, ruiné par les procès, s'exila à Genève. Marco, son ombre, fut honoré d'une plaque commémorative à l'usine, rebaptisée Fondation des ombres oubliées. Pourtant, la paix fut éphémère. Élise, enceinte à nouveau de 2 mois, cette fois, dans une nuit de réconciliation fiévreuse à l'hôtel des artistes, commença à douter. « Peux-tu vraiment te permettre ça, Lucien ?» murmura-t-elle un soir, sur le balcon surplombant la Saône, un verre de Côte-du-Rhône à la main. 2 enfants du péché, un mariage sans prêtre ni mère. Je la serrai contre moi, sentant le vent du fleuve caresser nos peaux. Je l'ai prouvé, non, en te sauvant de toi-même. En nous sauvant. Mais le twist final, celui qui causa les débats les plus âpres, survint lors de notre mariage improvisé, dans une chapelle désaffectée des bords de l'Ain. Pas de témoins, sauf Esmeralda, trottinant avec un panier de pâquerettes. Nous échangeâmes des vœux, écrits sur du papier de riz, je te prends, dans l'interdit et la lumière. À minuit, alors que les étoiles perçaient le ciel provençal, Élise avoua le dernier secret. J'ai tout su, dès le début. Le poison, le couteau, les lettres. J'ai manipulé chaque fil. Mais c'était pour te ramener à moi, pour que tu prouves ton amour au-delà de la raison. Était-ce amour ou folie? Les forums en ligne s'enflammèrent, romantiques ou pathologiques. Elle est une sainte martyre, contre il est un héros vengeur. Nous partîmes pour la Corse, île des exilés, où les maquis effacent les traces. Esmeralda grandit, apprenant le français mêlé de corse, ignorant nos ombres. Le second enfant naquit sous un olivier millénaire, un garçon aux yeux verts, prénommé Lucien II, cycle recommencé. La fin, pas bicacéache, pas tout à fait heureuse. Une ambiguïté française. Nous vivons, aimant dans le gris, prouvant que l'interdit, une fois assumé, devient existence. Et si le lecteur choisit son camp au pardon ou punition, c'est que la vengeance, comme le Beaujolais, se déguste avec modération, laissant un arrière-goût de controverse.